Alors ça y est, c'est officiel, la démission du Premier ministre Gabriel Attal a été acceptée par Emmanuel Macron ce mardi, mais attention, son gouvernement va rester en charge des affaires courantes pendant quelques semaines. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qui va remplacer Gabriel Attal? Et en parallèle, que se passe-t-il? Vous allez le voir, il y a de quoi dire, notamment du côté donc du nouveau Front populaire. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Bon, on en parlait hier, Emmanuel Macron a accepté ce mardi en fin de journée la démission de Gabriel Attal et de son gouvernement. Gabriel Attal avait présenté une première fois sa démission au président de la République au lendemain des élections législatives, mais cette démission avait été refusée par Emmanuel Macron. Petite anecdote au passage que vous pouvez retenir et ressortir pour impressionner vos amis. Avec cette dissolution, eh bien, Gabriel Attal devient le deuxième Premier ministre avec le plus court mandat de la Ve République. Concrètement, c'est 6 mois et 7 jours. Le tenant du titre, si vous posez la question, c'est Bernard Cazeneuve sous François Hollande avec un tout petit peu plus de 5 mois. Par contre, nommé à 34 ans, il était bien le Premier ministre le plus jeune de la Ve République. Alors je le disais, cette démission du Premier ministre, elle a été acceptée, mais elle n'est pas totalement effective. En fait, le gouvernement qui est actuellement en place va rester chargé des affaires courantes pendant quelques semaines, et vraisemblablement avec un objectif de rester jusqu'à la fin des Jeux Olympiques de Paris, selon plusieurs sources ministérielles qui se sont confiées à l'AFP. A priori donc, Emmanuel Macron n'a pas prévu de nommer un nouveau Premier ministre avant plusieurs semaines. En tout cas, c'est ce qui est actuellement envisagé. Alors concrètement, ça pose forcément beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on parle d'affaires courantes ici? Et combien de temps est-ce que tout ça peut durer? Alors déjà, quand on dit qu'un gouvernement démissionnaire reste en place pour gérer les affaires courantes, en gros, on parle du fait de rester temporairement au gouvernement afin d'assurer la continuité de l'État et des administrations. En gros, on dit que effectivement, ce gouvernement va partir dans tous les cas à un moment, mais que en attendant cette transition, eh bien, il reste pour le moment pour assurer certaines missions. Ça peut être des tâches quotidiennes, des affaires administratives, mais en théorie, ce que ça veut dire, c'est que eh bien, le gouvernement actuel ne va pas initier ou lancer de nouvelles lois ou de nouvelles mesures importantes. Alors, ce qui peut quand même se passer, c'est eh bien, une situation où, en cas de crise ou en cas d'urgence, eh bien, certaines mesures sont mises en place. On peut penser à une attaque terroriste, on peut penser à une catastrophe naturelle. Dans ce genre de situation, il peut y avoir donc des décisions assez exceptionnelles, mais autrement donc, ce n'est pas l'objectif d'un gouvernement démissionnaire. Alors maintenant, combien de temps est-ce qu'on va rester dans cette situation avec un gouvernement dont la démission a été acceptée mais qui n'a pas totalement quitté le gouvernement? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. En fait, il faut savoir que la Constitution ne fixe aucune limite de durée à cette situation. Et donc, ce gouvernement chargé des affaires courantes pourrait durer un certain temps, jusqu'à donc la nomination d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre. Et à noter que le gouvernement démissionnaire ne peut pas être renversé par une motion de censure pour la simple et bonne raison que ce gouvernement a déjà démissionné. Et donc, dans le cas où ça dure, ça pose quand même plusieurs questions assez importantes qui sont soulevées donc par des juristes. Déjà, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où il y a un gouvernement, certes démissionnaire, mais qui est toujours en place, et un gouvernement qui ne peut pas être renvoyé par une motion de censure. Je le rappelle, une motion de censure, c'est ce qui permet à la majorité absolue des députés de renvoyer et donc de pousser à la démission le gouvernement. Là, dans les faits, donc, ce n'est pas possible parce qu'il est déjà démissionnaire. Par ailleurs, on se retrouve dans une situation assez particulière où il y a des ministres qui ont fait la campagne des législatives il y a quelques semaines, qui ont été élus députés, qui vont pouvoir siéger en tant que députés à l'Assemblée nationale et en même temps, eh bien, ils restent ministres démissionnaires, ce qui peut poser, selon certains, des questions en matière de séparation des pouvoirs. Bref, tout ça pour dire que l'usage veut que ce soit très temporaire, ce genre de situation. En théorie, ça dure jamais plus de 10 jours, sauf que là, potentiellement, ça pourrait durer plus longtemps. C'est donc important de suivre tout ça avec toutes les questions que ça peut poser. Mais alors, à quoi pourrait ressembler un gouvernement qui irait remplacer donc celui de Gabriel Attal? Eh bien, pour le moment, absolument rien n'est décidé. Dans sa lettre aux Français qui a été publiée le 10 juillet dernier, le président français semblait plaider pour la création d'un gouvernement d'union nationale qui rassemblerait des membres des principaux partis républicains élus à l'Assemblée nationale plutôt que de permettre à un seul camp de gouverner. Dans ses propos, que ce soit donc à des journalistes, que ce soit à la presse, que ce soit donc dans cette lettre ouverte, il semblait exclure le Rassemblement national et la France insoumise de ce potentiel gouvernement. D'ailleurs, mercredi dernier, les députés élus sous la bannière Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron, ont appelé à la création, je cite, d'une coalition de projets allant des sociodémocrates à la droite du gouvernement. Même son de cloche du côté de Gabriel Attal, qui a tout de même assuré qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession en tant que Premier ministre. Et ça, c'est donc la volonté du camp présidentiel, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout de même des discussions très importantes au sein de l'Union de la gauche, au sein donc du nouveau Front populaire. Pour rappel, c'est donc le nouveau Front populaire qui a obtenu le plus
plus de sièges à l'Assemblée nationale lors des élections législatives et qui est donc arrivé en tête de ces élections législatives. En théorie, Emmanuel Macron n'a aucune obligation juridique et vraiment constitutionnelle, disons, de se tourner vers le nouveau Front populaire pour son choix de Premier ministre, dans la mesure où aucun bloc n'a de majorité absolue. Mais tout de même, dans les faits, il pourrait logiquement se tourner vers le NFP, puisque évidemment c'est le camp qui est arrivé en tête. La logique voudrait donc qu'il se tourne d'abord vers eux, et s'ils n'y arrivent pas ou si leur gouvernement ne dure pas longtemps parce qu'il y a une motion de censure, et bien à ce moment-là qu'ils se tournent vers un autre camp. Le problème, c'est que au sein du nouveau Front populaire, on en a parlé là aussi dans ce format, les différents partis ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une candidature à proposer à Emmanuel Macron. On en a pas mal parlé, le Parti communiste avait proposé il y a quelques jours la candidature de Huguette Bello, qui est la présidente du conseil régional de la Réunion. Cette candidature qui était défendue par plusieurs cadres de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, finalement elle n'a pas été validée par le Parti socialiste. Ensuite, les socialistes, les écologistes et les communistes se sont mis d'accord pour proposer à la France Insoumise le nom de l'économiste Laurence Tubiana comme candidate pour ce poste-là. Mais là, en l'occurrence, c'est la France Insoumise qui a jugé que cette proposition n'était pas sérieuse, selon les mots du député de la France Insoumise, Manuel Bompard. Concrètement, la France Insoumise reproche notamment à Laurence Tubiana d'avoir participé à une tribune publiée dans le journal Le Monde, où il est écrit notamment « Le nouveau Front populaire doit sans tarder tendre la main aux autres acteurs du Front républicain pour discuter d'un programme d'urgence républicaine et d'un gouvernement correspondant ». Selon la France Insoumise, donc, une telle idée de construire un nouveau programme revient à trahir le programme du nouveau Front populaire. Bref, les discussions bloquent à gauche, et d'ailleurs ce lundi, la France Insoumise avait annoncé suspendre les discussions avec le reste des partis sur la formation d'un gouvernement tant qu'un candidat n'avait pas été choisi pour la présidence de l'Assemblée nationale. Alors ce candidat a été choisi, ce sera le membre du Parti communiste français André Chassaigne, mais on reparle de cette question de l'élection du président de l'Assemblée nationale demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette situation, elle exaspère un certain nombre de responsables politiques ou d'électeurs de la gauche. Marine Tondelier, par exemple, la chef des écologistes, a réagi ce mercredi sur France 2. Elle a déclaré être, je cite, en colère, écœurée, mais aussi désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français. Certains commencent à évoquer l'idée d'un changement de méthode. Par exemple, le secrétaire du PCF, Fabien Roussel, qui se dit favorable à un vote des députés du nouveau Front populaire pour désigner donc un Premier ministre. Enfin, on peut noter que beaucoup estiment que tout cela illustre en fait une différence de vision sur la façon de gouverner, ou la façon en quelque sorte d'appliquer tout cela, entre d'un côté la France Insoumise qui considère qu'il ne faut pas faire d'alliance ou tendre la main vers le camp présidentiel notamment, car ce serait une forme de trahison et d'impossibilité d'appliquer le programme, tandis que du côté a priori du PS, beaucoup plus de personnes semblent ouvertes à l'idée de dialoguer et d'échanger avec d'autres partis politiques, quitte donc à revenir sur une partie du programme tel qu'il a été établi par le nouveau Front populaire. Sachant qu'il y a un autre enjeu évidemment, qui est la question de la longévité de ce gouvernement, avec toujours cette menace d'une motion de censure. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Au passage, je vous le rappelle, ce format est aussi dispo en version podcast, donc en version audio sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous tapez Hugo Décrypte pour le retrouver. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les autorités américaines auraient été informées d'une source humaine de la menace d'un plan iranien visant à éliminer l'ancien président américain Donald Trump. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs médias américains ce mardi. En fait, depuis 2020, l'Iran reproche à l'ex-administration de Donald Trump la mort d'un haut responsable iranien suite à une frappe de drone à Bagdad, la capitale de l'Irak. Alors après avoir appris l'existence d'une telle menace iranienne, le Secret Service, qui est chargé de la protection des personnalités politiques américaines, aurait, selon les médias américains, décidé de relever son niveau de protection pour assurer la sécurité de Donald Trump. À noter que ces informations ont été publiées alors que le Secret Service est de plus en plus critiqué ces derniers jours depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie ce samedi. Mais plusieurs sources ont confirmé aux médias américains qu'il n'y avait aucun élément permettant de faire un lien entre le tireur présumé de ce samedi et les menaces en provenance d'Iran. De son côté, l'Iran a rejeté les accusations américaines qu'elle a qualifiées de, je cite, malveillantes et d'infondées. Deuxième actu, le Hamas n'est pas le seul groupe armé palestinien à être intervenu lors des attaques du 7 octobre en Israël, d'après une enquête de l'ONG Human Rights Watch publiée ce mercredi. Concrètement, l'ONG identifie au moins 4 autres groupes armés palestiniens impliqués dans ces attaques, comme le Djihad islamique palestinien et le Front démocratique pour la libération de la Palestine. Cette enquête, qui constitue l'une des études internationales les plus fouillées à ce jour sur ces attaques, affirme aussi que le ciblage des civils israéliens était planifié par le Hamas, contrairement à ce qu'affirmait le mouvement islamiste palestinien à l'époque. Toujours d'après le rapport, les groupes armés se sont rendus coupables d'un grand nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité contre des civils. Selon l'ONG, les meurtres de civils étaient des objectifs centraux de leurs attaques. De son côté, le Hamas a rejeté les résultats de cette enquête dans un communiqué publié ce mercredi, dénonçant, je cite, un parti pris flagrant en faveur d'Israël. Pour rappel, les attaques du 7 octobre
octobre a entraîné la mort de 1195 personnes du côté israélien. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 116 sont toujours retenues à Gaza. Troisième actu, en France, un jeune néo-nazi qui projetait de commettre des actions violentes pendant les Jeux Olympiques de Paris a été interpellé ce mercredi en Alsace avant d'être placé en garde à vue par la sous-direction antiterroriste. Selon une source proche de l'enquête, le suspect est un ancien militant antifasciste qui utilise le pseudo Panzer en référence au char d'assaut de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Il est soupçonné d'avoir proféré des menaces sur une chaîne Telegram intitulée Division Aérienne Française, dont il était administrateur, toujours selon une source proche de l'enquête. Cette chaîne Telegram compte plusieurs milliers d'abonnés. D'après le Parisien, il avait notamment menacé de s'en prendre à la drag queen Mini Majesté, relayeuse de la flamme olympique. Quatrième actu, toujours en France, un cadre peut espérer vivre en moyenne 5,3 ans de plus qu'un ouvrier quand on compare deux hommes du même âge, selon une étude publiée par l'INSEE ce mardi. Pour les femmes, cet écart est de 3 ans. Parmi les raisons évoquées qui permettent d'expliquer la variation qui existe concernant l'espérance de vie en fonction du métier, on retrouve la pénibilité du métier ou encore les différentes possibilités d'accès aux soins en fonction des revenus. Pour vous donner une idée, les ouvriers ont 2 fois plus de risques que les cadres de mourir entre 35 et 65 ans. Et en dehors du métier, les études jouent aussi un rôle dans l'espérance de vie. Toujours selon l'INSEE, un homme diplômé du supérieur peut espérer vivre en moyenne 8 ans de plus qu'un homme sans diplôme. Cinquième actu, l'abbé Pierre est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes dans un rapport rendu public par Emmaüs et la fondation Abbé Pierre ce mercredi. Alors l'abbé Pierre, c'est un prêtre catholique mort en 2007 qui est connu pour son engagement en faveur des sans-abri et des plus démunis. Il est le fondateur du mouvement Emmaüs qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et donc dans ce nouveau rapport, on découvre le témoignage d'au moins 7 femmes qui accusent l'abbé Pierre de gestes déplacés, certains qualifiés d'agression sexuelle qui auraient été commis entre la fin des années 70 et de 2005. Les faits concerneraient des salariés, des volontaires ou des jeunes femmes dans l'entourage personnel de l'abbé Pierre. Emmaüs International a annoncé la mise en place d'une ligne d'écoute pour recueillir d'autres témoignages éventuels, on vous tiendra au courant. Et on termine avec cette actu, plus de 11 000 places des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris vont être distribuées à des jeunes qui ont entre 15 et 21 ans, notamment des jeunes inscrits au Pass Culture. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture ce mardi. Pour rappel, le Pass Culture, c'est un dispositif d'accès aux activités culturelles mises en place par le gouvernement et à destination des 15-18 ans. Concrètement, la majorité des places iront à des jeunes qui ne peuvent pas se rendre souvent à des événements sportifs ou culturels à cause d'un manque de moyens, et le reste des invitations sera donc proposé aux jeunes via l'application Pass Culture. Et tant qu'on parle des JO, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a plongé dans la Seine ce mercredi matin en compagnie du président du comité d'organisation Tony Estanguet et du préfet d'Île-de-France Marc Guillaume, donc à 9 jours du début des JO de Paris. Plusieurs épreuves comme le triathlon ou la natation marathon sont prévues dans la Seine lors des Jeux Olympiques cet été. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Si jamais vous voulez plus d'actualités, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.